Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Échiquier International, votre rendez-vous quotidien avec les points de l'actualité. Retour ce soir sur la polémique qui fait rage en France et qui engendre toutes sortes de réactions, allant des plus souples aux plus radicales. L'abaya, l'interdite ou interdite aux écoles et qui justement contre des élèves qui sont des filles la plupart, parce que c'est les élèves filles et les filles qui portent l'abaya, porteraient une abaya, donc contre quiconque personne porterait cette abaya, se verra interdit d'accès aux classes de cours. L'abaya épouvante l'État français et devient une question de l'heure. Pourquoi toute cette polémique autour du port de l'abaya et comment surtout la France on est arrivé là au moment où plusieurs écoles et institutions éducatives en Europe sont en train de dépasser ces clivages. Cette effervescence est-elle réelle ou juste une réaction ou création de l'heure pour faire de l'ombre aux véritables questions qui secouent aujourd'hui la France, tant sur le plan politique économique que donc le débat aujourd'hui est lancé. Pour en parler ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir M. Gamal Labina, analyste des questions internationales par Skype depuis Paris. Gamal Labina, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour ce débat. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et Rafiq Tamrali, fondateur du Cercle Émir Abdelkader par Skype depuis Paris. Rafiq Tamrali, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Merci, chère Leïla Gertal, ainsi salutations à tous les spectateurs de Al 24 News. Merci beaucoup, Rafiq. Alors, pour commencer, sans plus tarder, l'affaire de l'abaya, c'est devenu carrément l'affaire de la rentrée en France. D'abord, comment a éclaté l'affaire de l'abaya et pourquoi, pour commencer, Rafiq, le gouvernement français en a-t-il fini avec les problèmes justement qui inquiètent les Français, les problèmes de premier ordre social, pour se pencher complètement et entièrement sur l'abaya qui est devenue, elle, le problème principal? Alors, sincèrement, les Français de confession musulmane étaient très surpris de cette polémique qui a été éclatée, je dirais, par le ministre Gabriel Attal, sachant que les chiffres officiels donnent 60 cas de personnes qui portaient l'abaya, sachant qu'en France, il y a plus de 12 millions d'élèves. Donc, en termes de proportion, c'est 0,00005, donc 5 zéros puis le 5, ce qui est vraiment, je dirais, peanuts. C'est vraiment un chiffre qui est très, très, très minime et qu'il ne fallait pas vraiment légiférer pour cela. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est même pas légiféré, oui, c'est pas passé exact. au Parlement, c'est juste une note du ministre, et que aujourd'hui le Conseil d'État a validé cette note-là, et hélas, les filles qui portaient des bayas sont maintenant dans l'obligation de porter autre chose qui ne ressemble pas à une abaya. Donc c'est une aberration pour l'ensemble des Français de confession musulmane et qui portent l'abaya, mais je pense que, comme ils l'ont prouvé à maintes reprises, donc en 2004 avec la loi contre le foulard, maintenant la loi contre l'abaya. Oui. Donc je pense que la majorité des Français de confession musulmane sont des personnes qui respectent les lois de la République française et qui vont respecter celle-ci aussi. Oui, alors respecter la loi française, cela veut dire ne pas porter également des robes longues, puisque de toute façon, on ne sait pas encore comment définir l'abaya. C'est quoi finalement l'abaya? Est-ce que c'est une robe longue? Est-ce que c'est une robe longue gamelle avec un foulard? Est-ce que c'est une robe longue sans le foulard? Au fait, comment doit-on juger et de quelle manière? Déjà, ce qui est extraordinaire, je passe le bonsoir à Rafiq d'ailleurs, que je suis heureux de voir sur le plateau. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est de se dire qu'on soit en mesure, on soit obligé de définir ce qu'est l'abaya. L'abaya, ça vient de l'arabe, ça veut dire la robe ou le manteau, tout simplement. C'est comme ça que c'est perçu. C'est un vêtement très tendance au Moyen-Orient, qui peut servir, c'est vrai, pour aller à la mosquée, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Je vois beaucoup de filles en abaya en France qui le portent de façon très décontractée parce que c'est un vêtement ample, large. Quand il fait chaud, surtout en ce moment, il fait plus de 30 degrés. On n'a
pas envie d'avoir des vêtements qui vous ceinturent le corps, mais surtout d'en arriver à réfléchir à la qualité, à la tenue, au type de vêtements, parce qu'on fait, et là je le dirais de façon très formelle, hein, j'ai eu l'occasion de le dire à la télévision française, ça s'appelle de la chasse aux sorcières. C'est-à-dire que le courage de ces lâches, parce qu'on peut parler de lâcheté, de frapper les femmes, de dégager les femmes de l'école, de les poursuivre, de les pourchasser, d'envoyer la police pour vérifier si les tenues sont conformes, de la police vestimentaire, eh bien ça rappelle très étrangement à une époque pas si lointaine que ça, finalement, au Moyen-Âge, la façon dont on brûlait les femmes, dont on disait qu'elles étaient des sorcières. Aujourd'hui, les sorcières sont devenues maghrébines. C'est-à-dire que quand on soupçonne qu'elles aient un signe d'appartenance religieuse musulmane, eh bien, on leur retire ce signe. Ça a été la loi de 2004 sur le voile. C'est comme si le voile était une forme de contamination, comme s'il y avait une maladie honteuse qu'il fallait cacher. Et maintenant, on cherche des vêtements qui seraient associés au voile. Donc, bientôt, aujourd'hui, c'est la baya. Demain, ce seront les paires de baskets Nike, parce qu'on va à la mosquée avec des paires de baskets. On va multiplier ce genre de bévues uniquement pour frapper qui? Des femmes. C'est très courageux, il faut le rappeler. Et en même temps, cette chasse aux sorcières cache très difficilement, de façon très maladroite, la réalité que le pays est en difficulté chronique économique, qu'il y a une impasse sur le plan budgétaire, qu'il y a une impasse à faire face à des problèmes socio-économiques, on l'a vu il y a 2 mois avec les émeutes, et surtout qu'il y a une impasse sur le plan de la macroéconomie, de la grande économie. Le pays est surendetté, le pays a du mal à boucler ses fins de mois, a du mal à payer ses fonctionnaires, a du mal à recruter pour l'école, et comme on ne peut pas recruter de fonctionnaires à l'école, eh bien on fait appel à l'arabe, la tête de Turc en l'occurrence, j'utilise un terme ancien qui était très en vogue en France. On va taper sur l'arabe pour dire écoutez les arabes avec vos abayas, ça va 5 minutes, on ne veut plus vous voir, on veut que vous disparaissiez, on vous mettra pas d'étoiles jaunes à 5 branches ou 6 branches, on vous retirera vos vêtements. Donc c'est devenu très malsain, une atmosphère extrêmement violente qui satisfait pleinement l'extrême droite, et malheureusement le gouvernement de M. Macron commence à pencher à l'extrême droite. Est-ce que vous ne pensez pas, Lafiq Temrali, que justement ce problème de l'abaya, au fait c'est un faux problème en quelque sorte, disons-le ainsi pour l'instant, c'est un petit peu la partie apparente de l'iceberg qui cache réellement les vrais problèmes dont la France est en train aujourd'hui de se débattre? Il est vrai que la France, on peut témoigner qu'il y a énormément de soucis actuellement, que ce soit économique, l'inflation qui est très galopante. Aujourd'hui, on a aussi des élections qui sont dans 4 ans, donc c'est demain, et que ça commence dès maintenant sur l'échiquier politique de faire un petit peu, je dirais, les yeux doux à l'extrême droite. Donc pour moi, c'est une mesure qui a été relativement extrémiste, et aussi quelque chose de très flagrant, c'est qu'aujourd'hui, la position de la France, que ce soit en Afrique, qui est en train de perdre beaucoup de terrain, et on voit ça en l'occurrence, par exemple, avec la francophonie, français en Algérie, au détriment de l'anglais, et dans énormément d'autres pays. Donc je me dis que la France est en train de connaître différents soucis, différents problèmes. Donc cette polémique-là, elle vient en quelque sorte peut-être pour parler un petit peu, d'ailleurs on est en train de parler sur l'ensemble des médias, que ce soit en France, que ce soit à l'international. J'ouvre des parenthèses, la vision de l'étranger pour cette polémique-là est vraiment fait de la France la risée parce qu'ils ne comprennent pas, mais en tant que, je veux dire, français, on pense que le concept de la laïcité est assez présent et qu'on passe encore une fois une loi qui reste, je dirais, qui n'est pas juste, et qui n'est pas compatible, parce que je peux vous citer énormément de polémiques qui se sont éclatées. C'était le burkini, c'était les femmes avec les horaires à la piscine. Donc on a connu énormément de polémiques dans ce sens-là. Maintenant, si on parle de vrais problèmes, par exemple la rentrée, habituellement on parle de nombre de professeurs, de nombre d'animateurs, et comme on voit concrètement sur le terrain qu'il y a un manque des professeurs, qu'il y a un manque des animateurs, qu'il y a un manque dans les crèches, il y a vraiment un manque. Donc je me dis, ça peut être vraiment la polémique qui peut cacher les autres problèmes qui sont vraiment récurrents, et que c'est des problèmes assez profonds, et que le gouvernement, hélas, n'a pas réussi à trouver de solutions concrètes sur le terrain. Très bien, Lafiq. Alors, on va voir un petit peu les déclarations du ministère ou du ministre de l'Éducation fin juillet, où il disait que justement, à l'école, en abaya était juste un fait religieux. Il disait donc, Gabriel Attal, je le cite, avait jugé qu'aller à l'école en abaya était un geste religieux. Donc un geste religieux qui vise à tester la résistance de la République sur le sanctuaire laïque que doit constituer l'école. Pour terminer, dans cette logique, j'ai décidé qu'on ne
pourrez plus porter d'abaya à l'école. Vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable d'identifier la religion des élèves en les regardant. Depuis quand on ne peut pas identifier la religion des élèves en les regardant, alors qu'il y a beaucoup d'élèves qui portent des signes justement religieux et qui n'ont jamais été inquiétés? C'est pourquoi c'est l'abaya ou le foulard qui pose problème, Gamal Abina. Je vais vous donner une réponse très simple et très efficace et extrêmement caractéristique. Lorsqu'on voulait humilier les Algériens dans les années 50 en Algérie pendant la Révolution, on a fait des cérémonies de dévoilement pour humilier les femmes algériennes. Je précise que c'est d'une volonté d'humiliation, pas d'élévation. Lorsque ce monsieur, alors il faut rappeler qui il est, ce monsieur Attal, oui, absolument. Tunisienne, ce monsieur d'origine tunisienne, moitié juif tunisien, moitié orthodoxe par sa maman, ce monsieur qui n'a jamais mis les pieds dans l'école de la République puisqu'il était que dans les établissements privés, nous explique aujourd'hui qu'il va préserver la République de ce qui pourrait être perçu comme une forme d'offensive. Comme si une femme qui porte une robe arabe, il faut rappeler que c'est les Arabes. Moi, je ne parle pas de musulmans, j'interdis ce terme. Je parle d'arabo-musulmans. Le racisme est clairement visible. Comme on disait à l'époque pour les juifs, on parlait d'antisémitisme parce que ce qui caractérisait la population juive, c'est leur religion. Et bien, c'est pareil pour les Arabes de France. On considère qu'ils sont tous musulmans. Donc, c'est une offensive anti-arabe. C'est bien eux qui sont en train de faire une offensive avec une haine viscérale qui est à peine cachée aujourd'hui. Et bien, quand ils vont s'attaquer aux femmes, effectivement, c'est tellement plus simple, tellement plus lâche. Ils vont utiliser de faux prétextes en faisant croire que, soi-disant, ces robes allaient contaminer les femmes françaises. Oh là là! Et ils disent quoi? Il ne faut pas qu'on voit la religion de la personne. Mais bientôt, il faudra faire quoi? Il faudra couper les têtes de ces femmes qui ont des têtes d'arabes parce qu'on sait qu'elles sont musulmanes. Il faudra couper ces barbes d'arabes parce qu'on voit qu'ils font la prière. Il faudra couper peut-être leur volonté de ne pas manger de porc parce que c'est peut-être un peu trop revendicatif. C'est ça auquel on assiste. Mais là où je maintiens mon propos par rapport au racisme de plus en plus évident, c'est qu'il y a encore quelques mois, on a fait une autre polémique qui était encore sale aussi, celle-là, et comme par hasard, sur la langue, l'apprentissage de la langue arabe. Là, il n'y a pas d'islamité. Là, on ne parle pas de musulmans, on ne parle pas de visibilité ou d'invisibilité. On refusait l'apprentissage de la langue arabe. Donc l'offensive française, qui est moquée par le reste de la presse internationale, ils les prennent pour des fous. Hein. Et clairement, c'est une offensive de fous. Cache difficilement le fait qu'un jeune enfant vienne de se suicider à l'âge de 16 ans parce qu'il était harcelé. Cette question, on l'attendait à la rentrée, elle est malheureusement arrivée, et ça, on n'en parle pas. Par contre, agresser des femmes arabes parce qu'elles seraient musulmanes et parce que c'est devenu quasiment interdit d'être musulman en France, eh bien ça pose problème. Donc je dis simplement, ces lois sont des lois racistes. D'ailleurs, je vous donne un exemple très concret. Quand moi, par exemple, je suis intervenu hier à la télévision française, je me prends une volée de bois vert, je me fais agresser par l'extrême droite parce que j'ai, en plaisantant, désigné un Zemmourien, un type qui est du parti de Zemmour d'extrême droite, en disant avec sa tête de Blanche-Neige. Je me moquais de lui, évidemment. Il ne l'a pas supporté, on me traite de raciste. Voilà l'état général de ce qui se passe. Et qu'ils ont pourri la situation. Moi qui suis plutôt pour le calme dans les esprits de tout le monde, faire en sorte de faire baisser la tension, j'ai en face de moi une troupe de foot qui me traite de raciste parce qu'ils sont racistes. Parce qu'ils ne supportent pas qu'un arabe leur montre les yeux dans les yeux qu'ils ne sont pas supérieurs. Parce qu'ils ont ce complexe de supériorité qui leur a toujours nourri leur imagination de napoléonien. Voilà la problématique de la France. Elle perd depuis 200 ans toutes ses guerres, mais elle se croit encore dominante. Oui, très bien. Alors, Rafiq Temrali, pourquoi ce problème ne se pose qu'en France? Pourquoi ce problème, par exemple, ne se pose pas dans les pays voisins? On va prendre, par exemple, l'exemple de la Grande-Bretagne, où il y a une grande quantité d'immigrants qui sont d'origine indienne, qui sont d'origine arabe, qui sont d'origine asiatique, mais qui sont quand même des Britanniques et qui peuvent bien sûr revendiquer leur identité religieuse, se promener en abaya, avec le foulard. Cela ne fonce personne. Pourquoi ce problème se pose par rapport à la France? Parce que la France, tout simplement, elle a la particularité d'avoir la laïcité. Au départ, la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Et la France fait en sorte de rajouter la laïcité dans cette devise-là. Et pour eux, la laïcité, c'est la séparation complète de tout signe religieux, sauf que la conception de cette laïcité diffère d'une personne à une autre, d'un gouvernement à un autre. Pardon. Oui. Donc, je me dis qu'il y a eu beaucoup de vices de forme dans cette polémique-là. Par exemple, le précédent président de la République française, Nicolas Sarkozy, a mis en place le Conseil français du culte musulman, le CFCM, qui a été consulté lors de cette note pour savoir est-ce que l'abaya est un vêtement culturel ou cultuel. Et là, le CFCM, qui a été mis par l'État français, par le gouvernement français, a bien répondu en disant que ce n'est pas un vêtement religieux.
c'est bien un vêtement culturel. Mais malgré le fait qu'il a répondu négativement et que c'est une instance qui a été mise par le gouvernement français, on part à l'encontre de cette décision-là. C'est là où on se dit, à certains moments, il y a une certaine hypocrisie, alors que c'est une instance mise par le gouvernement français et qu'il n'est pas écouté, donc il n'est pas entendu. Aujourd'hui, dans différents pays, je pense qu'il doit y avoir 3 pays encore laïques, la Turquie, le Venezuela et la France. Et la France, la laïcité, ça reste un cheval de bataille. Tout le monde veut préserver cette laïcité-là, mais sauf que la laïcité, réellement, dans le texte de loi, c'est séparer l'Église, donc la religion, actuellement, au départ, c'était que l'Église catholique, mais actuellement, les différentes religions, et l'État dans les institutions étatiques. Donc aujourd'hui, dans l'inconscient des Français de confession juive ou musulmane ou autre, on sait qu'on ne va pas aller travailler dans une institution étatique, je dis bien, en voile, avec un voile ou avec une kippa. Mais dans la rue, tout le monde est libre de s'habiller comme il veut. Et je pense qu'on fera tout pour garder cette liberté, que ce soit, je veux dire, les Français de confession musulmane puissent accéder à tous leurs droits, tout comme les autres, comme toutes les autres confessions. Oui, très bien. Sans aucune autre différence pour leur appartenance donc religieuse. Alors, finalement, tout ce problème ou toute cette polémique qui n'a fait qu'enfler avec la rentrée scolaire, finalement, est-ce que, Gamal Abina, on n'est pas en train d'assister à une sorte de diversion à grande échelle qui fait beaucoup de bruit pour justement mettre de l'ombre ou pour dissimuler, ou comme je le disais, pour faire diversion tout court, sur les échecs de la France, en l'occurrence dans la région du Sahel et surtout par rapport à la question du Niger? Je ne pense pas que ce soit lié à ça directement, même s'il y a un ressenti effectivement détestable. Mais ce qui est amusant d'ailleurs, ça vient d'être par Rafik, c'est que la France se dit laïque. La laïcité est arrivée au siècle dernier, c'est pas du tout républicain à l'origine. C'est un ajout parce qu'il voulait en finir avec le pouvoir de l'Église et qu'il voulait casser l'Église au niveau scolaire jusque dans les années 80 avec les fameuses manifestations sur les écoles qui devaient ne plus être sous contrat. Donc la problématique qui se pose, c'est que moi je vous donne un exemple de laïcité qui a bien marché, mais qui était inclusif, qui n'était pas exclusif, qui ne faisait de tort à personne et encore moins religieux. C'est le califat andalou. Ça, c'est de la laïcité positive. Pourquoi? Parce que dans le califat andalou, tout le monde pouvait avoir sa religion, sa pratique, et on ne cassait les pieds à personne. En Angleterre, c'est pareil, c'est pas laïque. Et pour mais ça, autant, c'était en Andalousie. En Andalousie, oui. C'est le premier exemple que je donne. Et c'est pourquoi je dis ça. La France a des leçons à prendre de l'Angleterre aujourd'hui, qui respecte avec l'Église anglicane, puisque la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre sont les rois de l'Église anglicane. Eh bien, ils respectent le fait religieux. Il n'y a jamais de tension. Ce qui est amusant, c'est que leur laïcité, c'est le seul pays au monde d'ailleurs où ça existe. Il y a la laïcité, il y a les tensions religieuses en permanence. Donc pourquoi est-ce que ça arrive? Parce que je vous le dis et je le répète, la France a perdu 200 ans de guerre. C'est pas compliqué. Une humiliation permanente. La dernière guerre face aux Européens, c'est l'Allemagne qui l'a humiliée en 6 semaines. Et ensuite, elle a perdu l'Indochine, encore une humiliation à Dien Bien Phu. Et elle perd l'Algérie en 62, nouvelle humiliation. Donc la France a toujours perdu à l'étranger. Et aujourd'hui, elle recule, et vous avez bien fait de le rappeler, sur le Sahel. Bon, tant mieux, parce qu'il n'y a pas de guerre et ça vaut mieux. Mais ce qui est certain, c'est que cette frustration a été clairement caractérisée, a été concentrée. C'est quasiment une pomme de discorde absolument violente sur l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie, quand la révolution démarre, elle fait perdre l'empire colonial français direct dans toutes les régions qu'elle occupait en Afrique, même s'il y avait des contrôles à distance. Et cette frustration, ils se sont dit, c'est qui ces paysans qui osent, nous, la 4e armée du monde, nous, la membre de l'OTAN, nous, une puissance industrielle, nous mettre en échec. Ils n'ont pas accepté cette défaite. Donc cette vengeance qui dure depuis très longtemps, ben, ils trouvent des chemins, des subterfuges. Ils parlent par le religieux pour pas dire l'arabe, puisqu'elles sont sous le coup de la loi, mais c'est bien des arabes possibles. Je donne un autre exemple. Les longues jupes, on a fait des histoires. La langue arabe, on a fait des histoires. Les femmes voilées qui ont retiré leur voile, elles respectent à fond des principes laïques qui ne sont pas dans la loi, mais ils les ont rajoutés. Tout cela pour dire qu'effectivement, il y a une volonté d'en découdre avec les arabo-musulmans de France. J'associe les deux termes tout le temps. Je vous le dis, je ne m'arrêterai pas, parce que je ne tomberai pas dans le piège de l'islamophobie qui est une arnaque. Donc, ils ont tout fait pour en découdre avec ces arabo-musulmans parce que, manifestement, ils sont incapables de gérer leur pays, parce que le pays est surendetté et parce que les problématiques scolaires, c'est que depuis 40 ans, on a 30 à 35 élèves par classe dans les quartiers défavorisés. Voilà pourquoi est-ce que c'est un échec chronique. Dites à un Européen, à un Français, vous ne réussissez pas à vous en sortir parce que vous gérez mal, il vous répondra, c'est à cause des étrangers.
Je parle des racistes, bien évidemment, pas tous les Français. Oui, bien sûr. Alors, on voit bien qu'il y a quand même de la discrimination vis-à-vis des femmes parce que, en plus de leur interdire l'école ou, si vous voulez, le droit à l'éducation, juste parce qu'il y a justement une certaine tenue vestimentaire qui est déplorable. En plus, il y a une discrimination vis-à-vis aussi des garçons, quelque part. Puisque de toute façon, est-ce qu'on interdit aussi aux garçons de porter ce qu'on appelle un petit peu le qamis, puisque ça aussi c'est une sorte de, disons, d'identité d'appartenance à une religion, puisqu'on va le dire ainsi. Rafiq Tamghari, ceci étant, quand même ça n'a pas été voté. Je dois dire que ça doit être voté. Selon vous, en cas où cette circulaire va passer, ou cette loi va passer, qu'adviendra-t-il ? Moi, je pense que vu le nombre de personnes qui sont assujetties à ce phénomène-là, je pense sincèrement que c'est pas du tout quelque chose qui va vraiment perturber les Français de confession musulmane. Aujourd'hui, ce qui dérange plus ces compatriotes, c'est plutôt le fait qu'ils n'ont pas des lieux de culte dignes de ce nom-là, qui n'ont pas accès à des logements dans des zones dites UP, qui n'ont pas accès à des postes à responsabilité, sachant qu'il y a vraiment un engagement, il y a beaucoup de personnes qui s'impliquent et que les choses changent de plus en plus. Donc il faut noter que nous sommes actuellement, si je parle de la communauté algérienne en France, selon certaines sources, entre 3 et 6 millions, ce qui représente un nombre assez important, et qu'aujourd'hui on note vraiment un engagement, une volonté de s'organiser pas que dans le sens défendre ses semblables, mais aussi de monter des structures qui aident, je prends ma casquette de fondateur du Cercle, pour parler un petit peu du rôle de la diaspora. Et la diaspora est très très importante. Aujourd'hui, on était très absent, par exemple, sur les médias, et je rejoins Gamal qui disait avoir des attaques. J'étais la veille dans la même chaîne et j'ai eu aussi des attaques, mais c'est que comme ça que nous pouvons aussi porter notre voix et dire que oui, on est aujourd'hui en France, on est français, on a une confession, une religion différente, mais nous existons, nous aidons énormément dans la construction, dans l'évolution, dans le développement de ce pays-là. Et il faudrait que notre voix soit entendue, je dirais, qui pèse. Et cela n'arrive qu'avec notre organisation et nos échanges, et surtout pour le bien-être de tout le monde. Parce que sincèrement, nous avons une liberté individuelle et on a aussi l'intérêt général. Donc il faudrait trouver un équilibre entre ces deux données-là, et c'est comme ça qu'on peut aller très très loin. Oui, alors on va quand même, si on analyse un peu de plus près, de manière un peu plus fine, alors il y a une discrimination de la baya, c'est carrément contre les femmes, au fait. C'est aussi une atteinte à la liberté de l'individu, entre guillemets féminin, qui est la femme, encore une fois, sur sa tenue. C'est-à-dire, la France est toujours défendue que la femme porte le hijab, que c'est une forme de, si vous voulez, de racisme, c'est une forme d'oppression de la religion, mais le fait aussi de lui interdire l'école à cause justement de sa tenue vestimentaire, c'est une atteinte à sa liberté. Qu'en pensez-vous, Gamal? Ceci d'une part. Et puis surtout, moi, ce qui m'inquiète, est-ce que justement le fait de forcer ou d'interdire ne craint-on pas quelque part l'effet inverse ou un effet plus dur de la part de ces femmes, parce que c'est elles qui sont visées musulmanes? Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, j'utilise le terme à dessein. Ce sont des lâches. Le lâche va attaquer une femme, ne va pas attaquer un homme, évidemment. Il n'y a pas trop de choses dit. D'ailleurs, je tiens à préciser sur l'histoire des signes religieux. Ils disent qu'il ne faut pas que ce soit visible du tout chez les musulmans. Aucun signe, même pas une robe qui pourrait évoquer peut-être l'appartenance à l'islam. Par contre, on a le droit aux petites croix. Ça, pas de problème. Les petites croix, les petites étoiles de David, pas de problème. On a droit dans un cas, on a droit à rien dans l'autre. La réalité, c'est que ces gens règlent des comptes. Je parle vraiment de l'extrême droite parce que c'est de plus en plus un discours d'extrême droite très sale. Ça. Voilà, et ils règlent des comptes parce que ce sont des incapables, ils ne savent pas gérer leur pays. Donc quand on a un problème, on tape sur la tête à Bougnoul. Et moi je vous le dis, alhamdoulilah qu'on est musulman, parce que le fait d'être musulman et arabe, une civilisation de 1400 ans, on n'a pas à rougir de ce que nous sommes. Il faut être résistant face à ces offensives, non pas en se forçant à porter les vêtements qu'ils pourraient en interdire, mais en prenant d'autres, des kimonos. Il faut se moquer de ces imbéciles, parce que cette lâcheté, ces lâches comme ça qui sont aux commandes et qui n'ont que ça à la bouche, qui sont incapables d'attaquer les marchés financiers qui détruisent la France, qui sont incapables de dire on va arrêter
arrêter de payer la dette ou l'intérêt de la dette, qu'ils sont incapables de dire aux Français on fera face aux difficultés en injectant du travail, par exemple, ou en réindustrialisant le pays, eh ben, ils attaquent des femmes musulmanes et ça marche. Pourquoi? Parce que ces arabo-musulmanes, elles sont faciles à taper. On n'a pas de groupe de pression, on n'a pas de militants qui sont à l'Assemblée nationale, on n'a pas d'organisation qui nous protège, on n'a pas de lobby et les pays d'origine ont des difficultés à faire pression sur ce pays qu'est la France. Donc très vantard, très prétentieux sur ses qualités soi-disant des droits de l'homme, soi-disant protecteur des femmes. On pouvait entendre que les femmes qui portaient le voile, c'était un peu une façon de réduire leur liberté ou qu'elles étaient sous pression. On aurait pu l'entendre. Sauf qu'un vêtement qui est un simple vêtement, tendance, que j'ai photographié 2 femmes à la Défense en abaya sans voile. C'est vous dire à quel point c'est une mode. Et bien même là, ils attaquent. C'est vraiment devenu très malsain parce qu'on fait de la chasse littéralement à la femme. Et franchement, les gens qui font ça sont des lâches qui n'ont aucune dignité, tout simplement. Merci beaucoup, Gamel Abina. Je rappelle que vous êtes analyste des questions internationales, que vous étiez avec nous donc depuis Paris par Skype. Merci également à Rafiq Tamrari, qui est fondateur du Cercle Émir Abdelkader. Merci à vous de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. On se retrouvera demain avec d'autres numéros de l'échiquier international. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.